Alors, bonjour à toi. Aujourd'hui, on part à Aprieux. Je vais enlever la musique. Aprieux en Isère, voir Jean Bruas. Alors, Jean Bruas, il a créé une association qui s'appelle les maths par la main. Et voilà, il y a des gens qui adorent les maths, il y a des gens qui détestent ça. Si tu fais partie d'une de ces deux catégories, bah, tu vas adorer l'interview parce que Monsieur Bruas, il arrive à approcher le sujet avec voilà, un feeling très très intéressant. Donc voilà, j'en dis pas plus, c'est parti, en tout cas c'est bien lié au bâtiment, tu es bien sur la chaîne Faisons le mur, la chaîne de la construction écologique, et on y va, interview Jean Bruas, les maths par la main. Théorème nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme du carré des deux autres côtés. La somme c'est l'addition, pour ceux qu'on déjà oublié, pour ceux qui en sixième en cours de maths ont trop roupillé. Alors, je viens d'arriver chez Monsieur Bruas qui nous a fait un petit tour du propriétaire. Ici, il est bien, une petite maison sur les coteaux, plein sud. Et puis, il nous a montré sa bambouseraie là-bas derrière. Et on va passer dans la véranda pour commencer l'interview avec ses acolytes. Donc, c'est ici que ça va se passer. Et on y va. Alors, bonjour à tous, encore une fois, bienvenue sur la chaîne Faisons le mur. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir et le grand honneur d'être assis à côté de Jean Bruas, de l'association Les Maths par la main, qui va nous parler un petit peu des mathématiques à sa façon, à sa sauce. Et je suis sûr que ce sera plein de sujets passionnants tout au long de cette interview. Alors, on va commencer par le début. Bonjour Jean. Bonjour Gauthier. Comment vas-tu? Oh, mieux ce serait insupportable. Ok, c'est un bon début. Donc merci de m'accueillir chez toi, comme dit. Avec plaisir. Et voilà, bah, écoute, on peut tout de suite commencer par lever le voile sur l'association Les Maths par la main, pour toutes les personnes qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est, ou pas encore, puisque j'espère que bientôt je m'attends à un impact national, international et peut-être universel. Au minimum. Donc voilà, je te laisse nous présenter Les Maths par la main, qu'est-ce que c'est? Très bien. Alors, l'association Les Maths par la main est née en 2012 d'une volonté très simple, c'est de transmettre. Le maître mot de l'association, c'est transmettre. Alors, transmettre, c'est bien, mais quoi? Eh bien, évidemment, puisque le nom de l'association, c'est Les Maths par la main, on peut s'attendre à ce qu'on va parler de maths. Effectivement, on parle beaucoup de maths, puisque les maths sont indispensables à tous, autant dans la vie professionnelle que dans la vie privée, et on verra en particulier dans le bâtiment où on ne peut pas échapper à un certain nombre d'outils indispensables. Parce que pour moi, les maths sont des outils. Ce n'est pas de la théorie, puisque ce que j'explique régulièrement dans tous nos ateliers, ce que je montre, c'est que les maths qu'on utilise à ce niveau-là sont nées de l'observation et de l'expérimentation. Les maths n'ont jamais commencé par des formules. Donc, c'est le but de l'association de dédramatiser. Alors, dédramatiser, il faut l'écrire avec un H au milieu. Comme ça, on voit bien qu'on parle de maths. Les dramates. Dédramatiser. Puisque on se rend bien compte qu'aujourd'hui, et d'ailleurs en ce moment c'est un grand sujet, les maths posent problème en France. Voilà. Bon, il y a toujours eu des problèmes dans les maths. C'est peut-être un des inconvénients des mathématiques d'ailleurs, puisque je sais que dans d'autres pays, on aborde les maths non pas directement avec un problème, mais avec une suite de réponses qui progressivement amènent à des raisonnements clairs. En effet, en ce moment, on parle beaucoup de la méthode de Singapour, par exemple, qui finalement ressemble beaucoup à ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'on part de la pratique pour aller vers la théorie et non pas le contraire. Donc l'association Les Maths par la main démontre tout ça en permanence pour partager. À l'origine, l'association était même prévue pour plutôt former des formateurs. Et puis, vu l'intérêt que ça a présenté, on a ouvert à tout public, ce qui n'était pas prévu du tout, ça, c'est un plus, pour justement les gens qui ont eu des difficultés avec les maths scolaires, en guillemets, pour voir que les maths, c'est pas du tout abstrait, c'est pas du tout arbitraire, mais ça fait partie des choses que l'on utilise couramment, et qui partent de l'observation et de l'expérimentation, comme je l'ai dit. Donc l'association s'est développée autour de cette idée. En même temps, et
ça c'est plus mon histoire personnelle, professionnelle, c'est que j'ai toujours travaillé autour de la difficulté scolaire. Donc les maths, ça n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Et ce qui sous-tend les apprentissages, eh bien, c'est la mémoire, c'est toutes les activités du cerveau. Donc nous alternons les ateliers entre mathématiques et activités pédagogiques plus générales. C'est pour ça qu'on ne se limite pas aux maths, même si le nom de l'association pourra le laisser penser. C'est ce que j'ai pu voir, puisque j'ai assisté à quelques-uns de vos ateliers. Voilà. Et que voilà, on parlait de communication, de mémoire, d'organisation avec le mind mapping, de gestion du stress et des émotions. Donc c'est vrai que c'était... Il a bien suivi. C'était bien suivi. Voilà, merci Gauthier. Une petite note. Merci Gauthier. Ah, il a des notes, lui, c'est bien. Et très bien. Donc voilà, pour les maths par la main. Moi, je me souviens que quand je suis passé devant les maths par la main la première fois, donc ça devait être il y a 2 ou 3 ans, ça m'a rappelé que quand je suis passé en Inde, je travaillais un petit peu avec des enfants aussi comment on appelle ça, en humanitaire et, oui. et tout ça, un peu défavorisés. Et quand je leur demandais combien font 5 plus 5, et qu'ils n'arrivaient pas à répondre, donc tout ça en anglais, mais quand même, alors je disais 5 plus 5, ça rentrait pas, je disais 5 plus 5, et j'essayais d'être le plus longuement possible, 5 plus 5, sauf que pour eux, ça, c'était pas 5, c'était 12. Et je m'en suis rendu compte plus tard parce que quand je les regardais compter, alors nous, oui. on fait 1, 2, 3, 4. Je comprends très Eux, bien. ils faisaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien sûr. Et que voilà, que les maths par la main, on peut penser déjà que c'est simple, puisque une main c'est 5. Et ben non, il y a Pas pour tout le monde. pas pour tout le monde. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de thèmes où on utilise le 12, non, comme démultiplicateur. Ah, ben dénominateur. là, on se plonge dans l'histoire. Et on remonte très très loin, puisqu'on a des preuves attestées que les premières civilisations très développées comme Babylone, hein, quand on parle des jardins de Babylone, là on va s'approcher du bâtiment, hein, mais dans la civilisation mésopotamienne, on ne comptait pas en base 10, comme nous aujourd'hui, mais en base 12 essentiellement, voire en base 60. Et effectivement, ce que tu as montré, c'est exactement ça. Avec une main, on compte la douzaine, les phalanges, donc le pouce sert à compter les phalanges. Et après, avec l'autre main, 1, 2, 3, 4, 5 douzaines, 60. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos minutes et nos heures sont toujours partagées en 60. Donc là, on remonte à plusieurs milliers d'années, et c'était la base du calcul. Alors, la douzaine, pourquoi la douzaine était prépondérante ? Eh bien, il y a une raison très technique, très sérieuse, c'est que la douzaine peut supporter beaucoup de fractions. On peut partager en 2, on peut partager en 3, on peut partager en 4, on peut partager en 6, on peut partager en 12. La dizaine en a beaucoup moins. Et partager en 5, c'est pas très pratique. Donc, la dizaine n'est devenue prépondérante qu'à partir du moment où on a eu les chiffres arabes et les décimales, et là on arrive dans une époque très très proche, puisque la virgule n'a été inventée qu'en 1535. Donc, avant que l'on ait la notation en chiffres arabes, donc la numération de position qui vient d'ailleurs de l'Inde à l'origine, eh bien, les chiffres romains, par exemple, ne permettent pas de faire des calculs. Donc, les douzaines étaient beaucoup plus pratiques, et en chiffres romains, il n'y a pas de virgule. Donc, d'avoir une base qui est fractionnable de beaucoup plus de façons que la dizaine, c'était beaucoup plus intéressant. Et donc, on a gardé dans notre quotidien des douzaines partout. La douzaine 2, 12 mois dans l'année, des douzaines, il y en a partout. C'est incontournable. Donc, ça reste une base solide de notre civilisation. Okay. Et Donc, on l'a oublié. Alors, j'espère que vous avez bien entendu que la virgule a été inventée en 1535, ce qui est quand même hallucinant. On a l'impression qu'elle existe depuis toujours avec pi et puis ces autres chiffres. Pi existait avant la virgule, c'est ça. Bon, enfin, on ne va pas rentrer trop On verra, on parlera depuis quelques minutes, parce que là aussi, c'est une histoire. C'est une histoire. Mais pour tous ceux qui se demandent ce qu'ils sont en train de faire là, et pourquoi est-ce que sur une chaîne du bâtiment, on est en train de parler de mathématiques, on va peut-être déjà ramener tout le monde au sujet pour que vous soyez sûr d'être au bon endroit.
Donc pourquoi je te parle de bâtiment, Jean? Parce qu'on a pu échanger quelques fois sur nos activités réciproques et que tu as été maçon. Alors, effectivement, je ne peux pas dire le contraire. Ça m'a pris un peu tard, puisque j'ai commencé à 56 ans. Mais j'avais échappé au bâtiment, et là c'est une histoire purement familiale. Mon père était dans le bâtiment, mon fils est dans le bâtiment, et avec moi qui avait mal tourné. Et je m'étais dit qu'il était temps de rectifier le tir. Et l'un des métiers que je connaissais le moins en profondeur, parce que tout le monde a une image de la maçonnerie, mais une image très très fausse de la maçonnerie, et c'est un métier que je ne connaissais pas réellement en profondeur, donc j'ai décidé d'y consacrer quand même un certain temps. Et effectivement, j'ai pratiqué le chantier, je suis allé sur le terrain, et à la même époque, je suis devenu aussi formateur chez les Compagnons du Devoir, justement en maths. Parce que dans tous les métiers qui sont représentés dans cette belle association, il y a une nécessité des bases mathématiques. Le chaudronnier, le charpentier, tous les métiers du bâtiment, tous les métiers de l'industrie ont besoin de mathématiques. Or là, on rejoint un peu un sujet général, c'est que beaucoup de jeunes qui vont vers des formations professionnelles n'ont pas toujours été de grands amoureux de l'école, et des maths en particulier, puisque depuis quand même une cinquantaine d'années maintenant, on enseigne un peu les maths à l'envers, puisqu'on commence par de la théorie, des formules, et on cherche souvent vainement des applications. Alors que les maths, c'est le contraire, c'est partir de la réalité pour aller vers la théorie. Enfin, pour ce qui nous concerne. Je ne parle pas d'études supérieures. Mais donc, ces gens-là, ils ont besoin de concret. Et c'est grâce à eux, je le dis, c'est grâce à ces jeunes que je me suis senti un petit peu poussé dans mes retranchements pour aborder les maths autrement que de façon scolaire. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir faire le lien avec le bâtiment, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les métiers du bâtiment en particulier. Oui, oui. Et alors tu accompagnes des jeunes à se former au métier du bâtiment et je crois aussi à d'autres métiers. Mais moi souvent ce que j'entends, et je l'ai encore entendu aujourd'hui, c'est des personnes qui me disent mais les maths à quoi ça sert? Parce que j'ai l'impression qu'on a perdu un petit peu la poignée sur les maths, on ne sait plus par quel bout les attraper. Alors toi, qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, c'est une bonne question. Sauf que cette question, c'est un contresens. Ça peut surprendre. Mais quand on dit à quoi ça sert les maths, on ne se rend pas compte qu'on prend les choses à l'envers, comme je l'ai déjà indiqué tout à l'heure. Parce que vous voyez par exemple, paire de ciseaux. Est-ce que vous imaginez qu'un matin, il fait beau temps, il y a un gars qui se lève, qui se dit aujourd'hui je suis de bonne humeur, je vais inventer un truc sympa. Un truc avec des oreilles de Mickey. Et puis je vais lui mettre des jambes pour qu'il puisse se déplacer. Et puis finalement, bah là je peux aiguiser, pourquoi pas. Oh, j'ai fabriqué un truc super, mais à quoi ça sert? Évidemment c'est ridicule de le prendre comme ça. Parce que les ciseaux, on n'est pas parti de ça. On est arrivé aux ciseaux après un long cheminement. Hein, on a commencé par un bout de silex, et puis on a rajouté, et puis etc. pour arriver à ça. Et donc, on ne se posera jamais la question à quoi ça sert. Ben, il en est de même pour les maths. Les maths, on n'a pas commencé par créer une formule pour se dire après à quoi elle sert. On s'est trouvé devant des situations, et le bâtiment va nous donner l'occasion d'en parler beaucoup, où précisément on a une situation où chaque fois on va refaire plus ou moins la même chose. On parlera tout à l'heure du tracassin, de 3, 4, 5. Pourquoi? Il y en a qui se sont mis à réfléchir, à trouver cette solution. Et une fois qu'on s'est rendu compte que ça fonctionne, ben on la recommence. Et puis au bout d'un moment, ben on en fait une formule. Mais la formule n'est qu'un raccourci. Donc les maths, ça n'a jamais commencé par des formules. Et donc, quand on dit les maths à quoi ça sert, c'est une question à contresens. Puisque c'est pas les maths à quoi ça sert. C'est j'ai une situation que je généralise et ça devient des maths comme ça devient une paire de ciseaux. Okay. Et bien, ce que tu me dis, moi, ça me rappelle un problème que j'ai eu quand j'étais plus jeune, autour du CM1, CE2, où j'avais le même problème avec le français. Parce que quand on commençait à m'apprendre la grammaire, on me disait, ben voilà, tu as un complément d'objet indirect,
où tu as un complément circonstanciel ou subordonné, alors que moi, le mot subordonné, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Circonstanciel, voilà, où passer 3 syllabes, ben, on avait perdu la moitié de la classe. Et en fin de compte, j'apprenais des formules de français que j'essaie d'apprendre par cœur et que j'essaie de comprendre, mais je ne pouvais pas les comprendre parce que je ne comprenais pas les mots. Et j'en veux d'ailleurs encore beaucoup à mes professeurs qui m'ont pas d'abord appris les mots. Donc, merci de parler du vocabulaire, parce que la première chose à savoir, c'est qu'en maths, le plus important, c'est le vocabulaire. Parce que si on parle de quelque chose, il faut s'entendre. Si on a un mot qui ne décrit pas avec précision ce dont on parle, on va avoir des soucis. Alors je vais prendre un exemple, très simple, que tout le monde comprendra bien, le mot hypoténuse. Tu l'as dit, passer 3 syllabes, la moitié de la classe est perdue. En plus, déjà le mot, on ne sait pas bien si on met un H ou 2 H. À ton avis, tu en mets combien toi? Allez, un seul? Oui. On est sûr? Ben non, si tu Non, voilà, bon, il n'en est pas sûr, tant mieux. Qu'est-ce que ça veut dire le mot hypoténuse? Première chose à savoir, c'est que les Grecs, quand ils dessinaient un triangle, rectangle, ils le dessinaient toujours comme ça. C'est-à-dire l'angle droit au sommet, puisque c'est l'angle important. Alors que nous, avec les carreaux, on a tendance à le mettre dans l'autre sens. Et ben voilà, ça, les carreaux nous ont perturbés et nous font faire encore une fois des choses qui ne sont pas dans le bon sens. Donc, et puis là c'est au sens propre, hein, c'est pas dans le bon sens. Donc, les Grecs dessinaient toujours les triangles, les représentaient toujours comme ça. L'angle droit au sommet, la base du triangle. Si par hasard tu n'as pas assez déjeuné le matin, petit déjeuner, sur le coup des 11 heures, tu vas te retrouver en hypoglycémie. Hein? Si tu sors par le temps, les pieds dans la neige, là, au bout d'un moment, tu vas te retrouver Hypothermie. en hypothermie. Okay. Donc le préfixe hypo, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben bas, pour le coup. Exact. Hyper, En dessous du seuil, en dessous de la norme. Et bien déjà, ce côté, il est en dessous de l'angle droit. Okay. Donc c'est normal qu'il commence par hypo. Et après, ténuse, eh bien, ça vient du verbe tenir, qui il tend les côtés, tendre, tenir, il tend les côtés de l'angle droit pour pas qu'il s'écarte. Donc c'est pour ça que hypoténuse n'a qu'un seul H, parce que dans tenir, il n'y a pas de H. Contrairement à hypothèse, où il y a un H pour hypo, et puis la thèse, il y a un H, donc il y a 2 H. Okay. Mais l'hypoténuse, donc le mot ne décrit que ce dont on parle. Qui est en bas. Donc il faut se sortir de la tête que les mathématiciens sont des gens tordus qui inventent des mots compliqués pour perdre tout le monde. Le mot, on l'a choisi parce qu'il décrit avec précision quelque chose. Très bien, très bien. Et on pourrait trouver 1000 exemples comme ça. Ouais. Et ben voilà, ben j'espère que vous vous souviendrez maintenant à vie de ce qu'est l'hypoténuse et d'où il se trouve, et surtout de pourquoi. Et ben ce que je te propose maintenant, c'est de passer un petit peu aux exemples, aux cas pratiques. Puisque voilà, on est venu pour ça, on est venu pour voir des mathématiques, pas seulement pour en entendre, puisque c'est la meilleure façon certainement de s'en souvenir. Et je crois qu'on est bien, voilà, je crois qu'on est bien chez toi pour pouvoir passer à tout ça. Qu'est-ce que tu en dis? Effectivement, on va voir des cas concrets pour s'apercevoir que les maths partent de l'observation, de la manipulation, et non pas le contraire. Très bien, et ben c'est parti, on prépare la table et on revient. Très bien, je suis content que tu sois arrivé jusqu'ici. C'est la fin de la première partie de cette vidéo. La deuxième partie de la vidéo se trouve dans la barre latérale, ou bien tu peux aller faire un tour sur le site faisonslemur.com. Donc les liens sont dans la description pour voir la deuxième partie, où on va traiter un petit peu voilà, de manipulation mathématique avec Jean Bruyas et moi-même. Et notamment, de quoi va-t-on parler? On va parler des volumes, calcul des volumes simples, calcul des volumes avec une surface, donc ça c'est bien pour les enduits, comment être sûr de réussir à avoir la bonne quantité d'enduit ou préparer la bonne quantité de mortier. On va voir également le calcul du périmètre d'un cercle, donc ça c'est avec pi. On va voir le 3, 4, 5 pour l'équerrage. On va voir comment estimer le volume d'un tas, comme d'un tas de sable par exemple. Donc voilà, j'en passe.
Tout ça, c'est dans la vidéo numéro 2. Si tu es motivé, tu vas la trouver. Et évidemment, il y a le bonus aussi téléchargeable si tu ne l'as pas encore. Si tu es intéressé par la terre crue et si tu aimes la construction écologique, tu seras intéressé par la terre crue. Donc mon bonus téléchargeable dans la description, il traite de tout ce qui est de la construction en terre crue. En France, c'est incontournable, ne l'oublie pas. Et si tu n'as pas encore, si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux le faire bien entendu. Ici sur YouTube, tu peux aussi aller voir la chaîne, comment on appelle ça, Facebook de Faisons le Mur. Voilà, je ne te retiens pas plus longtemps. Merci encore. Bonne soirée. Ciao.